Donc la conférence, l'astronomie et la beauté de l'univers. Alors, petite présentation, donc moi c'est Darius, et donc là on voit un de mes instruments, donc c'est un gros télescope, un gros Dobson, équipé de la technologie GoTo, et donc du coup on peut lui dire, bah voilà je veux voir ça, et lui tout seul il va chercher. Donc moi on peut me retrouver soit sur Facebook, soit sur Instagram, soit sur YouTube. Alors, avant qu'on entre dans le vif du sujet, je vais déjà présenter un petit peu les instruments que j'utilise. Donc il y a déjà ce qu'on voit ici. Donc c'est un objectif d'appareil photo, un 5135. Donc là on voit mon pratiquement plus petit instrument que j'ai. Après donc tout à l'heure on a vu le plus grand. Donc là on voit une autre monture avec une autre lunette et par-dessus une autre lunette. Donc c'est une lunette d'autoguidage et avec ce genre de matériel on peut faire ce genre de photos. Voilà, donc là il y a mon télescope C8 et donc là autour de mon petit stand il y a certaines photos et donc il y a les photos de Jupiter, de Saturne et de la Lune ont été faites avec ce télescope. Donc là c'est un instrument qui a 200 mm de diamètre et dans un tube de 60 cm on a, la lumière fait 3 allers-retours et donc du coup on est pratiquement, on est à 2 mètres de focale. Donc ça permet d'avoir un tube compact avec énormément de focales qui permettent de zoomer fort. Et donc là, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est mon Stargate. Donc c'est à la base dédié à l'observation visuelle, mais on peut aussi faire un petit peu d'astrophoto avec. Et en fait, dans cette conférence, on verra qu'on peut faire de l'astrophoto avec tout ce qu'on veut, y compris un smartphone, sans instrument. Donc déjà, première question, qu'est-ce que l'astronomie? Donc c'est la science des astres, des corps célestes et de la structure de l'univers. Alors évidemment, donc, la première chose auquel on pense, c'est donc évidemment les étoiles qu'on voit la nuit. Mais le ciel, c'est beaucoup plus de choses que ça. Et dans l'univers, il n'y a pas que des étoiles. Et en fait, pour ma part, les étoiles, elles ne m'intéressent pas du tout. Alors là, c'est dommage que le ciel est voilé, puisqu'en fait, c'est quelque chose qu'on aurait pu voir en direct avec cet instrument. Et donc là, on voit un petit bout de Voie lactée dans la constellation du Cygne. Donc c'est une constellation qui fait partie du triangle d'été. Donc c'est 3 constellations qui sont visibles pendant tout l'été. Et donc en fait, ce qu'on voit ici, il y a une espèce de grosse tache rouge avec un petit bout noir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la nébuleuse California. Et en bas, on voit encore des petites nébulosités, donc des petites rougeurs. Et ça, c'est la nébuleuse du Pélican. Et donc, on voit que, effectivement, dans la Voie lactée, il y a beaucoup d'étoiles. Mais on voit aussi qu'il y a des petites zones noires. Et ces zones noires, c'est des poussières qui masquent justement la lumière des étoiles qui sont derrière. Donc, l'univers, c'est pas que des étoiles. Il y a aussi des nébuleuses en émission. Donc là, c'est ce qu'on voit, c'est des nébuleuses qui brillent, qui émettent de la lumière. Et il y a des nébuleuses en réflexion, et il y a aussi des nuages de poussière qui n'émettent pas de lumière et qui masquent la lumière de ce qu'il y a derrière. Alors là, on voit on retrouve la même nébuleuse. Et sur cette photo, donc merci de ne pas passer devant l'écran. Donc là, on voit un petit bout de Voie lactée avec une plus grosse portion de la constellation du Cygne. Et cette constellation du Cygne, elle est justement dans la Voie lactée. Et donc justement, toutes les parties blanchâtres, jaunâtres, c'est justement la Voie lactée, donc les étoiles. Et la partie sombre, c'est justement les poussières qui cachent les étoiles. On voit une magnifique étoile bleue, donc une étoile très chaude. Donc on est formaté pour dire que le bleu c'est froid et le rouge c'est chaud. Et dans les étoiles, c'est exactement l'inverse. Les étoiles les plus chaudes sont les étoiles bleues. Et les étoiles les plus froides sont, on va dire, les naines brunes, qui sont de couleur marron. Et à côté de ça, on a les géantes rouges, qui sont aussi un peu plus chaudes, et qui sont, qui font partie des étoiles les plus froides, entre guillemets. Alors quand on parle d'étoiles froides, c'est 2000 degrés Celsius. Et quand on parle des étoiles très chaudes, c'est en surface, elles peuvent atteindre 40 000 degrés. Donc entre 2000 et 40 000, on comprend laquelle est la plus chaude. Et donc là, on retrouve un petit peu sur la gauche nos 2 petites nébuleuses de tout à l'heure, avec tout un tas d'autres nébuleuses. Donc par exemple, au plein milieu de l'image, on trouve encore des petites nébulosités rouges.
Et c'est la nébuleuse de Gamma Cygni. Donc, voilà, la petite étoile à côté, c'est l'étoile Gamma. Et comme on est de la constellation du Cygne, ben, ils ont appelé la petite nébuleuse, donc les deux petites rougeurs à côté de la petite étoile qui est au plein milieu de l'écran. Donc là, on l'appelle Gamma Cygni. Et donc, bon, là, on commence à comprendre. Allô? Oui. On commence à comprendre que l'univers, c'est pas que des étoiles. Il y a plein d'autres choses encore plus magnifiques que des étoiles. Ici, on a deux photos qui ont été faites à 150 km d'ici. Donc ici, Lyon, Ville-Lumière, prendre ce genre de photos, c'est extrêmement compliqué, mais pas impossible. Mais c'est compliqué. Et donc là, j'étais voilà, à 150 km d'ici, dans les montagnes, et j'ai pris ces deux photos de la Voie lactée. Et donc sur la photo de droite, pareil, on voit deux petites rougeurs, et là encore, c'est deux nébuleuses. Alors là, en fait, c'est des photos grand champ, donc en fait, ces nébuleuses sont toutes petites, mais après, on verra, on va zoomer dessus. Et on les verra beaucoup mieux. Et d'ailleurs, celle du haut, on aura l'occasion de voir plein de photos d'elle à des focales complètement différentes. Et on verra que chaque focale, le spectacle est totalement différent. Donc là, juste pour information, ça a été fait avec un appareil photo traditionnel, mais un petit peu amélioré pour l'astronomie, et avec un objectif du siècle dernier, donc un objectif de 50 mm. Et donc l'objectif du siècle dernier, je l'ai eu sur le Bon Coin pour une centaine d'euros. Voilà, certains se disent que l'astronomie coûte un bras. On prend un boîtier appareil photo, on met un trépied, un objectif à 100 balles, et on peut sortir ce genre de photos. Donc c'est un peu le message que je vais essayer de faire passer tout au long de cette conférence, c'est qu'il y a plein de choses intéressantes à voir, et en plus, ça peut être abordable. Donc tout à l'heure, j'avais montré un télescope noir, voilà, j'avais dit que c'était mon Celestron C8. Et donc là, on voit les deux photos que j'ai prises depuis la ville de Lyon avec ce télescope. Donc d'un côté, on voit la planète Jupiter. Et d'ailleurs, à côté de Jupiter, on voit un petit point jaune. C'est une des 60 lunes de Jupiter. Donc nous, on a une seule lune, lui, il en a des dizaines. Et Saturne, on n'a pas encore fait le compte complet, mais aujourd'hui, on est entre 70 et 80 lunes pour Saturne. Donc la plupart des planètes ont des lunes, tout comme la Terre. Et donc la lune qui est donc sur Jupiter, donc le petit point jaune à côté, c'est une lune qui est extrêmement volcanique, qui est très proche de Jupiter. Donc c'est une lune qu'on appelle une lune galiléenne, parce qu'elle a été découverte il y a des centaines d'années de ça par Galilée, avec une toute petite lunette tout pourrie qu'aujourd'hui on n'en donnerait même pas à un enfant. Et lui, avec ça, il s'est fasciné à découvrir l'univers, avec un instrument optique digne d'un jouet pour un enfant de 5 ans. Comme quoi, on peut même, avec des petits instruments, s'amuser. Et au passage, on voit un petit point noir sur Jupiter. Et ce petit point noir, en fait, c'est l'éclipse produite par la Lune sur Jupiter. Donc c'est l'ombre du satellite sur Jupiter. Et évidemment, on voit donc la structure de gaz, donc les bandes voilà, qui balaient les deux planètes. On les retrouve aussi sur Saturne. Et donc sur Jupiter, on retrouve la grande tache rouge. Donc c'est l'espèce de structure en forme d'œuf, un peu ocre, sur le côté de Jupiter. Et donc évidemment, en ce moment, s'il n'y aurait pas eu les nuages, à peu près par là, on aurait pu voir à l'œil nu, sans aucun instrument, Saturne. Et à 2-3 heures du matin, à peu près au même endroit, à peu près par là, on aurait pu voir Jupiter. Donc Jupiter et Saturne sont parfaitement visibles à l'œil nu. Et la particularité de Jupiter, c'est que après le Soleil et la Lune, c'est l'un des astres le plus brillant dans le ciel. Donc souvent les gens pensent que les planètes sont invisibles, et en fait c'est les objets les plus visibles dans le ciel. Donc l'objet le plus visible, c'est le troisième objet le plus visible dans le ciel, c'est la planète Vénus, qui brille de mille feux, donc ce qu'on appelle l'une des fameuses étoiles du Berger. Et la deuxième étoile du Berger, c'est Jupiter. En fait, voilà, ça fait partie des 5 ou 6 astres les plus brillants qu'on a dans le ciel. Et derrière Vénus et Jupiter, on trouve la seule vraie étoile du Berger, qui est vraiment une étoile, c'est l'étoile Sirius, qui est l'étoile la plus brillante dans le ciel.
Sauf que c'est, voilà, on dit que c'est une étoile du Berger, mais les bergers, eux, ils sont dehors pendant l'été. Et Sirius n'est visible qu'en hiver. Donc Sirius, oui, c'est une des 3 étoiles du Berger, mais c'est clairement l'étoile du Berger que les bergers voient le moins. Et en fait, on dit que c'est des étoiles du Berger parce que c'est le premier astre qu'on voyait après le coucher du soleil ou crépuscule. C'est le premier astre que les bergers voyaient dans le ciel. Et donc, 3 de ces étoiles de Berger, parce qu'il n'y en a pas qu'une, mais 3, 2 des 3 sont des planètes. Et c'est des planètes qui sont pas moches du tout. Hein. Enfin, voir, voilà, donc à l'œil nu, forcément, un truc qui brille dans le ciel, ça ressemble à une étoile, bon. Alors on peut les distinguer. Moi, quand je vois Mars, voilà, je sais, voilà. Déjà, je sais les localiser, je sais qu'elles bougent, je sais que d'année en année, on ne les trouve pas au même endroit. Donc, et je connais les étoiles principales. Donc du coup, quand je vois un truc à un endroit pas habituel, je sais que c'est forcément pas une étoile, et donc par élimination, que c'est une des planètes. Et après, à son éclat, selon que son étoile est bien blanc pour Jupiter, un peu jaunâtre et beaucoup plus terne pour Saturne, ou un rouge bien flashy pour Mars, voilà, on les distingue facilement à l'œil nu. Et après, quand on a les instruments, voilà, on peut observer ça. Alors après, observer ça, c'est vite dit. Donc tout à l'heure, je dirais, voilà, on va parler des rêves et de la réalité. Mais quoi qu'il en soit, avec un petit instrument d'amateur, à 1200 €, et voilà, on peut faire ce genre d'image. Donc, on a dit que voilà, l'astronomie, c'est avant tout l'étude des étoiles, mais pas que. Et donc, parmi les autres objets, évidemment, le premier objet auquel on pense, évidemment, c'est les planètes. Donc, il n'y a pas que Jupiter, Saturne ou Vénus, il y a aussi Mercure, très difficile à observer. Mars, je n'ai parlé tout à l'heure. Et après, si on a des instruments astronomiques, on peut aussi observer Uranus et Neptune, qui, elles, malheureusement, sont trop loin, trop petites pour être visibles à l'œil nu. Donc là, par contre, il faut un télescope. Et ça fait des petits, on va dire des petites boules. Donc il y en a une qui est plus bleutée et l'autre qui est un peu plus verdâtre. Et voilà, c'est aussi joli à voir. Mais c'est beaucoup moins spectaculaire que les autres. Alors évidemment, donc l'astronomie, regardez, c'est beau, mais on peut en tirer plein d'informations. Donc là, par exemple, donc là, de loin, vous ne voyez pas, mais on voit donc 2 petits... Donc en fait, les images, on les lit donc de haut en bas et de gauche à droite. Donc en fait, c'est la photo de Jupiter prise à peu près 1 heure d'intervalle au cours d'une même nuit. Et donc on voit que, voilà, donc de derrière Jupiter, il y a 2 petites lunes qui sont sorties. Donc c'est Io et Europe, donc 2 des 4 lunes galiléennes. Donc Galilée, il en a découvert 4 sur les dizaines qu'elle en a. Donc Io, Europe, Ganymède et Callisto. Et si on regarde, donc en bas, il y a un petit groupe de taches. Et donc ces taches, elles sont, donc là on les voit à peine, c'est un peu en gris. Mais on voit que au fil des heures, ces taches, elles bougent. Et elles se déplacent vers la droite. Et donc sur la dernière photo du bas, on voit que donc, les 2 lunes, elles sont quand même bien éloignées de Jupiter. Et les 2 petites taches, elles ont tourné vers la droite. Donc là, ne serait-ce que voilà, avec quelques photos prises au cours d'une nuit, on peut déjà commencer à étudier un peu le comportement de ces objets. Donc on voit que ces planètes, elles tournent. Sur Jupiter, comme elle tourne très vite et qu'elle est faite de gaz, on voit qu'elle n'est pas totalement ronde. Donc on remarque qu'elle est aplatie au pôle. Au passage, la Terre non plus n'est pas une boule parfaite, mais elle est également aplatie au pôle. Mais c'est beaucoup moins flagrant que sur Jupiter. Là, sur Jupiter, on voit que l'axe vertical est moins haut que elle est moins haute que large. Elle a une forme un petit peu de patate. Et quand on observe ces bandes, elles, pareil, de jour en jour, de mois en mois, elles changent. Il y a des bandes qui apparaissent, qui disparaissent. Et donc du coup, ça permet d'étudier la météo de Jupiter. Donc il y a des gens qui font de l'exométéo, donc la météo des autres planètes. Donc voilà, c'est juste pour dire que voilà, on peut contempler l'univers, c'est magnifique, et on peut aussi en tirer plein de renseignements. Donc là, on voit clairement sur ces images, si on regarde de près, que Jupiter tourne sur elle-même et qu'elle a des lunes qui tournent autour d'elle. Et d'ailleurs, si on regarde l'écart entre les 2 lunes, sur la photo en haut à gauche, l'écart est faible. Et sur les 2 dernières images, outre le fait qu'elles se sont éloignées de Jupiter, en plus, elles se sont éloignées l'une de l'autre.
Donc ça montre qu'il y en a une qui va plus vite que l'autre. Et donc celle qui va plus vite, c'est Io, parce qu'elle est plus proche de Jupiter. Et donc pour maintenir son orbite, elle doit tourner plus vite, parce que si jamais elle ralentissait son rythme, eh ben, elle finirait dans Jupiter. Et donc plus une planète est loin de son corps autour duquel elle gravite, ben, en fait plus elle est éloignée, moins elle avance vite, pour maintenir son équilibre. Alors là, au premier regard, on se dit « Waouh, un magnifique lever de soleil !» Sauf que quand on regarde en haut, on voit des étoiles. Et quand on voit un lever de soleil, il n'y a pas d'étoiles. Donc là, en fait, on n'a pas un lever de soleil, mais un lever de lune. Et au passage, tout en haut, à la verticale de la Lune, on trouve une petite tache floue. Et c'est la galaxie d'Andromède. Donc c'est une galaxie, c'est la seule galaxie visible à l'œil nu depuis la Terre. Enfin, la seule, si on fait abstraction de la Voie lactée, qui est notre galaxie, celle dans laquelle nous on est. Et dans l'hémisphère sud, il peut voir deux galaxies à l'œil nu. Donc le petit nuage de Magellan et le grand nuage de Magellan, qui sont deux petites galaxies satellites de la nôtre. Là, voilà, c'est une photo nocturne. Donc là, on voit la Lune qui a illuminé un petit nuage. Et donc ça fait ce magnifique... Et donc cette photo, elle a été faite au smartphone. Enfin, avec un smartphone, on peut déjà faire des photos comme ça. Donc des paysages nocturnes qui sont quand même sympas. Alors évidemment, donc, si on se rapproche encore plus de la Lune, eh ben, on va commencer à voir sa structure. Et notamment voilà, sa surface. Et à sa surface, il y a plein de belles choses. Et donc là, voilà, donc le premier truc qui sort à l'œil, c'est l'énorme cratère, avec cette formation qu'on appelle un piton au milieu. Donc en fait, au moment de l'impact, là, le fait de voir qu'il y a des choses à l'intérieur du cratère, parce que tous les cratères n'ont pas forcément des choses au milieu, ça veut dire qu'en fait, le météore qui a impacté la Lune est venu droit comme ça, et donc il y a eu de la matière qui a été éjectée autour, et une partie de la matière a été éjectée en l'air, et elle est retombée au même endroit. Et c'est ça qui a fait la petite montagne au centre du cratère. Et à côté de ça, donc on voit une espèce de formation rocheuse, comme des montagnes. Et en fait, c'est des montagnes. C'est les Alpes lunaires. Donc sur la Lune, on retrouve pas mal de formations. Et donc comme ils n'avaient pas d'imagination, eh ben, ils ont nommé donc, tout un tas de montagnes avec les mêmes noms que les montagnes terrestres. Et donc là, on a les monts Apennins. Et donc bon, voilà, le petit cratère qu'on voit là, donc il fait 59 km de diamètre et il s'appelle Eratosthène. Et donc il est dans la mer des pluies. Donc on l'a atteint, Mare Imbrium. Donc là, on voit la mer des pluies. Donc le cratère qu'on a vu tout à l'heure, en fait, il est juste en bas dans le coin à gauche, à droite, juste au-dessous du mot astronomie. Et donc là, on voit toute la chaîne montagneuse des Alpes lunaires. Et la fameuse mer des pluies. Donc c'est la zone sombre qu'on voit sur la Lune. Donc sur la Lune, en fait, on voit des zones claires et des zones sombres. Et donc les zones sombres, quand on regarde la mer vue depuis une montagne, elle a l'air noire. Donc voilà, les hommes qui ont regardé la Lune, ils ont donné des noms de mer à ces différentes zones. Et en fait, cette zone lisse et noire, c'est du basalte, c'est de la lave. Donc il y a des moments où il y avait des volcans actifs sur la Lune, et c'est eux qui ont produit ces taches sombres qu'on voit. Alors évidemment, donc l'astronomie, c'est pas que les étoiles et les planètes et la Lune. Le Soleil fait aussi partie des astres, l'astre du jour. Donc là, on voit une photo du Soleil, prise dans une longueur d'onde particulière, où justement on voit ce qui se passe un petit peu à sa surface. Et en ce moment, le Soleil il est actif. Et c'est ce qu'on voit, donc tous les éjectats de matière qui sont éjectés du Soleil. Et donc ils sont éjectés, donc certaines particules voyagent dans notre système solaire, et c'est des particules très nocives. Et donc nous on est protégés par la magnétosphère, justement contre ce rayonnement et ces particules, et certains d'entre eux retombent dessus. Donc c'est les petites boucles qu'on voit à certains endroits. Donc il y a des matières qui sont éjectées et qui s'en vont au fin fond de l'univers,
et d'autres qui retombent sur place. Merci de ne pas passer devant l'écran et de faire le tour. Donc voilà, donc on a vu que l'astronomie, bah, c'est les astres, donc les étoiles, les planètes, la Lune et le Soleil. Mais pas que. Il y a tout plein d'autres choses. Alors donc au début j'avais parlé un petit peu de la nébuleuse Gamma, de la nébuleuse California, et bah, ici on a un spécimen divers qui est la nébuleuse de la mouette. Et donc là si on regarde, bah, ça fait penser un petit peu à une mouette. Donc ça c'est un nuage de gaz ionisé. Alors ionisé, donc ça veut dire en fait c'est des atomes qui ont perdu des électrons et qui brillent comme des néons dans le ciel. Et personnellement c'est ce que je préfère, les nébuleuses. Parce qu'il y en a de toutes sortes, de toutes formes, de toutes couleurs, même s'il y a quand même trois couleurs qu'on retrouve très souvent. Donc le rouge, le vert et le rouge super sombre. Mais il y a d'autres nébuleuses qui ont d'autres couleurs. Voilà, donc là on a un autre exemple de nébuleuse. Donc en haut à droite, donc on a la nébuleuse de la tête de singe. Donc si on regarde bien, donc il y a une petite barre noire, donc c'est un peu le front du singe, et en dessous bah, on voit un peu, on devine un peu ses yeux. Et si on retournait cette photo, en bas on voit une espèce de chapeau avec des petits trucs qui partent, et donc du coup ça fait penser un petit peu à une méduse. Donc là on a au même endroit sur la même photo, en fait 4 nébuleuses, donc il y a la tête de singe, la nébuleuse de la méduse, et une petite nébuleuse rouge, voilà, je ne sais pas son nom, en fait il y en a des milliers. Voilà, Charles Messier a découvert 110 objets dans le ciel. Là en fait la plupart de ces, enfin là les 4 objets font partie du catalogue NGC, New General Catalogue, et ce catalogue c'est 7000 objets. Là on a la magnifique nébuleuse de la lagune. Donc là, voilà, on a une forme qui ressemblait à rien. Donc voilà, les astronomes sont imaginatifs et donc ils ont dit, bah voilà, ça c'est une lagune. Donc voilà, la partie rouge, c'est de l'hydrogène ionisé. Et au centre, on a une couleur jaune. Et pour avoir du jaune, c'est un mélange de rouge et de vert. Donc ça veut dire que là où il y a du jaune, il y a aussi de l'oxygène ionisé qui émet dans une couleur, une espèce de bleu, vert, émeraude, un peu verdâtre. Et donc là, bah voilà. Si on regarde pareil dans la partie un peu blanchâtre, on voit qu'il y a pas mal d'étoiles. Et donc en fait, ces étoiles, ils ont été faits à partir de ce nuage de gaz et de poussière. Et donc voilà, à partir d'une photo comme ça, eh ben, on peut déjà, voilà, donc outre le fait que c'est quand même chouette, c'est joli, c'est beau, on peut aussi donc, bah, du coup étudier un peu l'univers. Donc là, on voit un petit peu la composition chimique de l'univers. Bon, et sans surprise, il y a beaucoup de rouge parce que l'hydrogène, c'est l'élément le plus abondant dans l'univers. Et s'il y a de l'oxygène, ça veut dire qu'il y a eu des étoiles mortes avant. Puisque donc au début, voilà, dans l'univers, il n'y avait que de l'hydrogène et un tout petit peu d'hélium. Et aujourd'hui, le tableau périodique des éléments contient plus de 200 éléments chimiques. Et donc tous ces éléments chimiques ont été faits par les étoiles. D'ailleurs, notre Soleil, c'est une étoile de 3e génération. Donc il y a eu 2 autres étoiles avant lui, et donc il a été fait avec des restes d'autres étoiles. Et c'est pour ça qu'on retrouve tous les éléments chimiques qu'on a sur Terre. Et c'est comme ça aussi qu'on peut dire qu'on est de la poussière d'étoiles. Donc là, au centre de cette nébuleuse, il y a des étoiles qui sont formées à partir de ce nuage. Et le fait qu'il y a de l'oxygène, bah, ça témoigne qu'il y a eu d'autres étoiles à cet endroit-là avant, puisque donc l'oxygène, c'est justement un des éléments synthétisés par les étoiles. Là, on voit 2 autres éléments dans le ciel. Donc là, on est encore dans la constellation du Cygne, qui fait partie du triangle d'été. Donc c'est des choses qu'on peut observer en plein été. Et donc on a en haut, à droite, la forme un petit peu en forme de croissant, bah, c'est sans surprise la nébuleuse du croissant. Et en bas, donc, bon là en fait c'est une photo grand champ, donc on voit pas bien. Mais en fait, donc en bas, il y a une espèce de tache rouge avec un centre un peu jaune. Et à l'intérieur, il y a même 2 petits traits noirs. Et donc du coup, quand on regarde cette photo de près, bah, ça fait penser à une tulipe, d'où le nom, la nébuleuse de la tulipe. Et donc évidemment, les astres, bah, c'est pas que des étoiles, c'est pas que la Lune, des planètes, puisque tout ça, voilà, donc c'est notre système solaire ou notre voisinage, les nébuleuses qui nous entourent dans notre galaxie. Et notre galaxie, c'est pas la seule galaxie de l'univers.
En fait, il y a plus de galaxies dans l'univers que d'étoiles dans notre galaxie. Et notre galaxie contient 200 milliards d'étoiles. Donc ça vous donne un petit peu la taille de l'univers. Et donc là, on ne voit pas une galaxie, mais deux. Et voilà, donc cette galaxie, on aurait pu l'observer ce soir s'il y avait un ciel dégagé. Donc c'est la galaxie du tourbillon. Et en fait, on voit deux galaxies qui sont reliées par une espèce de bras noir. Et donc en fait, la grosse galaxie, celle de gauche, est en train de vampiriser les étoiles de la petite galaxie de droite. Donc en fait, là, on voit la mort d'une galaxie, mais la mort est toujours accompagnée de la vie. Et donc on voit, il y a des petits points rouges un peu partout, et des zones un peu bleutées. Et en fait, c'est des zones où justement de nouvelles étoiles naissent. Donc voilà, donc là on voit la collision de deux galaxies et des nébuleuses dans ces galaxies. Alors ça évidemment c'est une photo de Hubble, donc vous ne verrez jamais ça dans un télescope. Mais dans un télescope, personnellement j'ai eu l'occasion de regarder ça dans un télescope de 90 cm. Et bon, c'est pas aussi spectaculaire, mais on voyait bien la structure avec les bras galactiques qui s'enroulent autour du noyau. Et on voyait bien les deux noyaux et le pont entre les deux. Donc voilà, on peut quand même, on ne les voit pas comme ça, mais on peut quand même le voir ça dans un télescope. Et même dans des télescopes beaucoup plus modestes. Alors dans des tout petits télescopes tout petits 100 mm ou un peu plus grand 200 mm comme celui qui est là-bas, on aurait pu voir donc les deux noyaux galactiques. Et évidemment, chaque galaxie est différente. Donc là, tout à l'heure, on en a vu deux. Là, on voit une seule, c'est la galaxie de Sombrero. Donc c'est encore un objet que Charles Messier, Cocorico, a découvert. Donc lui, il a passé toute sa vie à observer le ciel et il a découvert une centaine d'objets. Et après, d'autres personnes ont complété son catalogue. Et donc aujourd'hui, son catalogue compte 110 objets. Et en fait, derrière, il y a des télescopes. Alors ce soir, avec la météo, c'est un peu râpé. Mais voilà. On peut observer les 110 objets Messier si on s'y prend, si on choisit bien sa nuit ou printemps, et on peut observer les 110 objets en une nuit, grâce à la technologie. Donc lui, il a passé toute sa vie, et aujourd'hui, on peut le voir tout ça en une nuit. En vrai. Voilà, donc là, on voit encore deux galaxies un peu bizarres. Donc, c'est ce qu'on appelle les galaxies des antennes. Et c'est encore deux galaxies qui sont entrées en collision. Donc voilà, donc j'ai choisi des galaxies qui sont un peu particulières. Et ces deux galaxies-là, mine de rien, je les ai aussi observées à l'œil nu dans un télescope. Mais évidemment, dans un télescope, c'est beaucoup moins spectaculaire. Ça, c'est encore une photo de Hubble. Au passage, quand je dis que c'est une photo de Hubble ou d'un autre télescope, donc ça a été fait par les télescopes spatiaux, mais toutes les autres photos qu'on voit, c'est les miennes, faites avec mes instruments. Donc voilà, des photos faites par... Monsieur Lambda, depuis la Terre. Alors, certaines étoiles sont regroupées en ce qu'on appelle des amas. Donc un amas, c'est un tas. Et donc là, on voit un amas ouvert. Donc quand on parle d'amas ouvert, c'est que les étoiles sont un peu désorganisées. Donc c'est juste un tas d'étoiles. Et donc là, en fait, c'est l'amas du canard sauvage. Et c'est encore quelque chose qu'on peut observer en été. Donc on aurait pu le voir ce soir. Là, en fin de nuit, on a donc la constellation de Persée qui se lève. Alors à partir en fin de nuit, donc à partir de la deuxième moitié de nuit. Donc c'est une cible d'automne, mais on peut la voir en été, en fin de nuit. Et donc c'est le double amas de Persée. Donc là encore, deux tas d'étoiles. Et donc là, on commence à comprendre que des amas d'étoiles, il y en a tout plein, ils sont tous différents, et voilà. Et il y a quelque chose de mieux que des amas ouverts, c'est ce qu'on appelle des amas globulaires. Donc là encore, deux photos de Hubble. Et donc en fait, merci de sortir du champ. Oui, toi. Voilà. Merci pour les autres. Donc, sur la photo, en fait, la photo de droite, c'est le zoom de la partie blanchâtre de ce qu'il y a au milieu de l'autre photo. Donc l'autre photo est, voilà, donc la photo de droite a été faite par Hubble et l'autre photo a été faite par l'ESO. L'ESO, c'est l'agence européenne de l'espace.
Donc en fait, voilà, donc là on voit une magnifique boule d'étoiles. C'est ce qu'on appelle le grand amas d'Hercule. Donc c'est l'amas globulaire le plus spectaculaire. Et ça, donc en été, c'est parfaitement visible. Et clairement, c'est l'un des plus beaux objets à regarder dans l'oculaire. En fait, on voit des étoiles par milliers si on zoome suffisamment dessus. Et ça fait vraiment, enfin voilà, même dans un oculaire, même si on ne voit pas toutes ces couleurs chatoyantes. Donc le rouge pour les étoiles plutôt vieilles et froides, et bleu pour les étoiles jaunes et très chaudes. Et ben, c'est quand même l'un des objets le plus impressionnants quand on regarde aux jumelles, dans une unité astronomique ou dans un télescope. Et en plus, c'est facile à localiser dans le ciel. Et ben, on trouve aussi des combinaisons. Donc on peut avoir des nébuleuses et des amas ouverts. Donc si on regarde dans le télescope cet objet, qui est la nébuleuse de la Rosette, donc là, au plein milieu de la nébuleuse, on voit un petit tas d'étoiles, donc un amas ouvert, qui s'est formé à partir de cette nébuleuse. Et sur cette nébuleuse, ben, on voit encore du rouge et un petit peu du jaune. Donc voilà, pour avoir du jaune, il faut mélanger du rouge et du vert. Donc on sait que voilà, c'est un nuage d'hydrogène avec encore de l'oxygène. Et bon, j'aurais pu prendre encore un autre filtre et on aurait pu faire ressortir aussi un petit peu de gaz d'une autre couleur, mais donc en fait ça aurait été le soufre. Donc si on regarde dans l'oculaire, dans un télescope, on va voir juste l'amas ouvert. Et à partir du moment où on fait de l'astrophoto, eh ben on voit la nébulosité qu'il y a autour. Et parmi les nébuleuses, ben, il existe encore des nébuleuses voilà, d'une autre catégorie, ce qu'on appelle les nébuleuses planétaires. Alors c'est des nébuleuses qui sont en forme plutôt ronde, et ben, c'est pour ça qu'on... Voilà, donc en général, on distingue une étoile d'une planète en zoomant dessus. Et donc si on zoome comme un malade et que le point reste un point, ben, c'est que c'est une étoile. Et sur les planètes, ben, dès qu'on zoome, ben, du coup on voit le disque apparaître. Et ces nébuleuses-là, ben, donc voilà, donc, contrairement aux planètes, elles ne bougent pas, de notre point de vue, à notre échelle de temps. Et c'est pour ça qu'elles ont été... Mais comme ça, on rentre comme des planètes, ben, du coup, on les a nommées des nébuleuses planétaires. Et donc là, on a la nébuleuse de l'hélice, donc Helix Nebula en anglais, et qu'on appelle également l'œil de Dieu. Et donc la particularité de cette étoile, puisqu'en fait au centre de la nébuleuse on voit un tout petit point blanc et c'est une naine blanche, c'est l'étoile qui a produit cette nébuleuse. Et donc en fait là on voit la mort d'une étoile. Et l'étoile, enfin donc l'image de gauche qui est en vraie couleur, donc c'est du coup une image imagée dans le spectre visible. Et la photo de droite, donc du coup c'est pas une photo, c'est une image faite dans l'infrarouge. Et donc, bon, donc la photo donc, de gauche a été faite par Hubble et celle de droite par un autre télescope spatial, Spitzer, dans le spectre infrarouge. Et donc du coup, dans l'infrarouge, on ne voit pas la même chose que dans le spectre visible. Et donc du coup, là on voit bien la forme de l'œil, quoi. Et voilà, donc avec un petit instrument, on peut imager ça. Donc avec une lunette du 80 mm, ça fait de belles photos. Donc pas besoin d'un télescope spatial pour voir ça. Et vous étiez tous venus ici pour regarder des étoiles filantes. Et donc là, bah voilà, ça fait partie des autres objets qu'on peut observer, et pas seulement au mois d'août. En fait, il y a 365 jours dans une année, et il y a 350 essaims de météores, d'étoiles filantes. Donc en fait, on peut observer des étoiles filantes tout au long de l'année. Et d'ailleurs, la pluie d'étoiles d'étoiles filantes la plus active est en hiver, c'est les Géminides, dans la constellation des Gémeaux. Et donc là, on voit que, bah voilà, donc en fonction de la composition de ces étoiles filantes, la couleur de ces étoiles filantes est un peu différente. Donc voilà, ça peut être rouge, orange, violet, vert ou jaune. Donc voilà, quand il y a de l'oxygène et d'azote, bah, elle est rouge. Quand il y a beaucoup de fer, on aura plutôt une étoile filante qui va tirer sur le jaune. Quand il y en a une étoile filante qui tire sur le bleu, enfin sur le violet, c'est qu'on aura du calcium. Quand elle sera orangée, c'est qu'il y a du sodium. Et quand elle est très blanchâtre, très bleue, voilà, ce sera du magnésium. Alors les étoiles filantes, c'est un gros abus de langage, puisque ces étoiles filantes n'ont rien à voir avec les étoiles. Alors oui, elles filent, mais ce n'est pas des étoiles.
La plupart des étoiles filantes, c'est des grains de sable. Donc voilà, un grain de sable, c'est rien par rapport à une étoile. Quand on parle de bolides, là c'est des cailloux ou des gros rochers. Et quand un météore touche le sol, et ben, il change de sexe et devient une météorite. Et donc la météorite, c'est ce qui reste au sol. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a eu vraiment un gros caillou et il n'a pas réussi à brûler dans l'atmosphère. Et la plupart des étoiles filantes, donc en fait celles qu'on voit comme ça facilement, donc des petites étoiles filantes, donc elles brûlent en haute atmosphère, c'est des petits grains. Quand c'est des cailloux ou voilà, de la taille du gravier, ça va brûler dans la moyenne atmosphère. Et donc c'est là où on va parler de bolide. Et quand ça va toucher le sol, c'est que c'était vraiment un rocher de plusieurs kilos. Et donc là, voilà, ça fait justement la météorite. Donc les étoiles filantes n'ont rien à voir avec les étoiles. Et parmi les astres qu'on peut observer, il y a aussi les comètes, donc les vagabondes de l'espace. Donc là, il y a 1 ou 2 ans, il y a eu la comète Neowise, il y a 2 ans. Donc là, on voit. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, ici, on voit donc, une première queue blanchâtre qui est inclinée, qui est un petit peu en forme de courbe. Et donc en fait, ça décrit la trajectoire dans l'espace de la comète. Et on a une petite queue bleue. Et donc ça, c'est la queue ionique. Et donc elle est toujours à l'opposé du Soleil. Donc si on trace un trait le long du trait bleu, on voit où était le Soleil. Et donc là, on voit que la comète, elle amorce son petit virage pour faire le tour du Soleil et repartir d'où elle est venue. Alors il y a certaines comètes qui viennent au-delà des géantes gazeuses, mais qui sont bien à l'intérieur de notre système solaire. Et il y a d'autres comètes qui sont moins prévisibles et qui viennent du nuage de Oort, qui est en fait une zone de blocs de glace aux confins de notre système solaire. Et l'astronomie, donc voilà, on a déjà vu plein de belles choses, mais l'astronomie c'est beaucoup plus que ça. Il y a aussi les astéroïdes, il y a les satellites naturels, tels que notre Lune, des satellites artificiels, tels que les satellites Starlink qu'on voit de temps en temps, et j'en ai vu hier, ou la station spatiale internationale, ISS, qu'on voit aussi très bien passer dans le ciel. Elle est super lumineuse. C'est un truc qui fait la taille d'un terrain de tennis, et donc quand ça passe dans le ciel, on le voit très bien, à l'œil nu. Ça fait partie des objets les plus lumineux du ciel. On peut aussi étudier les exoplanètes, même avec des petits instruments. Bon, il faut quand même un peu de diamètre, mais par exemple, derrière, il y a 2 ivescopes, et eux, ils permettent de détecter des exoplanètes. Donc c'est pas quelque chose réservé aux professionnels. Les amateurs peuvent détecter des exoplanètes. Et bon, donc on a vu tout à l'heure des nébuleuses qui sont en fait certaines nébuleuses qui proviennent d'explosions d'étoiles. Donc on a les novas, les supernovas, les maminovas. Non, ça c'est autre chose. On a des quasars et on a les trous noirs. Donc voilà, ça fait plein d'objets passionnants à étudier. Donc l'astronomie, c'est tout ça. Et du coup, maintenant, comment on fait pour pratiquer l'astronomie? Alors là, on voit mes instruments. Donc voilà, ça commence à 14 mm de focale, donc c'est juste un appareil photo avec un objectif grand angle, jusqu'à 57,6 mètres de focale. Alors ça, c'est un instrument un peu particulier, mais à cet instrument-là, curieusement, tout le monde peut y accéder. Alors voilà, le moyen le plus simple, il y a encore quelques années, c'était de mettre un appareil photo sur un trépied, un objectif, et on pouvait déjà faire des photos. Darius, je t'arrête quelques instants. Oui. Pour donner une information. Il y a Romain Weber de Lyon Météo qui me dit que le ciel s'est totalement dégagé. Totalement. Et je peux vous dire que vous avez des belles observations à faire. Il y a Nature et Découverte qui est là, avec 2 télescopes qui sont déjà connectés. Vous pouvez donc
faire la queue malheureusement parce qu'il y a un petit peu de monde. Mais sachez que vous pouvez déjà observer des belles étoiles. Et puis, Alors, il y en a une. belle observation et à tout de suite. Il y a 20 minutes de préparation. Oui. Donc, moi je propose qu'à ce moment-là, les gens aillent sur Nature et Découverte pour faire les observations. Pendant ce temps-là, donc tu fais tes réglages pour pouvoir justement observer sur ton télescope, sur le grand écran. D'accord? Ok. Merci. Bon, on peut remercier déjà Darius pour sa belle présentation de ce soir. C'est tout un travail fastidieux et puis je pense que vous avez appris bien des choses ce soir. Et donc ça continue bien sûr les observations avec Nature et Découverte. Vous avez 2 télescopes qui sont en charge avec un ciel qui est bien dégagé. Romain me disait ça y est, c'est bon, dans peu de temps on va voir le soleil. Non, c'est pas vrai. Hein. Mais par contre là on a vraiment une très belle nuit bien dégagée, donc profitez-en. Pour les personnes qui sont venues avec leur matériel, n'hésitez pas aussi à l'utiliser. Et puis Darius, donc on lui laisse un quart d'heure, 20 minutes pour faire ses réglages. Et vous aurez les observations de son télescope directement sur grand écran. Je vous souhaite encore une bonne soirée, de belles observations, et puis à bientôt.